Salut Booba, content de te retrouver. Installe-toi, on regarde ça ensemble. Vas-y, lis-moi ta question. Bonjour Tot, merci d'être là. Alors voilà, la question c'est: l'effet Bohr décrit la relation entre l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène et les conditions dans les tissus. Dans un muscle en effort intense, chez un patient camerounais qui travaille dur, l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène fait quoi? Réponse A: elle reste constante, car elle dépend seulement de la pression d'oxygène dans les poumons. Réponse B: elle diminue, mais uniquement à cause de la température, le gaz carbonique n'ayant aucun effet direct. Réponse C: elle augmente, car le gaz carbonique aide l'hémoglobine à mieux fixer l'oxygène. Réponse D: elle diminue, car la hausse du gaz carbonique, la baisse du pH et la hausse de température déplacent la courbe vers la droite, ce qui libère l'oxygène au tissu. Ah, une belle question de physiologie, du pur concours médecine. Dis-moi d'abord une chose, ton indice, tu l'as pris? Petit rappel avant sa réponse, chez Turboclass, on peut demander un indice à Tot, mais ça consomme une question sur son quota du jour. Voyons ce que Booba a choisi. Non, la biologie, c'est mon terrain. Je me suis lancé direct. Bien, la biologie c'est ton terrain. Alors, montre-moi. Alors, j'ai choisi la D. On fait une courte pause. On respire 2 secondes. Abonne-toi, laisse un like et un commentaire et envoie cette vidéo à quelqu'un qui vise médecine. Voilà, on retrouve Booba et Tot. Eh bien, exact Booba, c'est bien la D. Et tu ne t'es pas laissé piéger. Bravo. Regardons quand même pourquoi, pas à pas, pour bien ancrer ça. L'effet Bohr, décrit par Christian Bohr en 1904, dit une chose simple. Dans un tissu qui travaille dur, 3 choses montent. Le gaz carbonique, l'acidité, donc le pH baisse, et la température. Ces 3 signaux disent à l'hémoglobine « lâche ton oxygène ici ». Son affinité pour l'oxygène diminue donc. Sur le graphique, on dit que la courbe de dissociation se déplace vers la droite. Résultat, l'oxygène est livré pile là où on en a besoin. Malin, comme un livreur qui dépose le colis à la bonne adresse. Et l'inverse est vrai dans les poumons. Là, le gaz carbonique est bas, le pH est plus élevé, la température est moindre. La courbe glisse vers la gauche, l'affinité remonte et l'hémoglobine fixe l'oxygène qu'elle vient chercher dans l'air. Un seul système, 2 réglages selon l'endroit. Voyons aussi pourquoi les autres réponses sont des pièges. La A dit que seule la pression d'oxygène des poumons compte. Faux. L'affinité est modulée par plein de facteurs. Le gaz carbonique, le pH, la température et un composé du globule rouge appelé 2,3 DPG. La B dit que le gaz carbonique n'a aucun effet direct. Faux. Le gaz carbonique agit bien directement sur l'hémoglobine. Il se fixe sur ses extrémités et acidifie le sang. La C se trompe de sens. Elle prétend que le gaz carbonique fait mieux fixer l'oxygène. C'est l'exact contraire de l'effet Bohr. Puisque tu maîtrises, allons plus loin. D'abord, la forme de la courbe. La courbe de dissociation de l'hémoglobine n'est pas une droite. Elle a une forme en S. On dit sigmoïde. Cette forme vient du fait que les 4 sites de l'hémoglobine s'entraident. Quand le premier oxygène se fixe, les suivants se fixent plus facilement. C'est cette coopération qui rend le transport si efficace. Ensuite, un facteur important au concours, le 2,3 DPG produit dans le globule rouge. Lui aussi pousse à libérer l'oxygène, courbe vers la droite. Cas concret et utile ici. Dans la drépanocytose, l'hémoglobine S s'accompagne d'un 2,3 DPG augmenté. C'est un point clinique très camerounais, garde-le en tête. Enfin, le piège d'examen à ne jamais rater. Ne confonds pas l'effet Bohr et l'effet Haldane. L'effet Bohr, le gaz carbonique et le pH modifient l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène. L'effet Haldane, la saturation en oxygène modifie l'affinité de l'hémoglobine pour le gaz carbonique. Les deux décrivent des échanges réciproques des gaz dans le sang. Un correcteur adore vérifier que tu ne les mélanges pas. Retiens l'essentiel pour le concours. Tissu actif. Plus de gaz carbonique, plus acide, plus chaud. L'hémoglobine lâche son oxygène, courbe vers la droite. Poumon, l'inverse. Et Bohr agit sur l'oxygène, Haldane sur le gaz carbonique. Et je te donne ta note en toute transparence. Ta réponse est juste, et cette matière, tu la maîtrises. 5 étoiles. Avec ton pass, ça te fait plus 15 points d'expérience. Continue comme ça. Ah, et en plus, je comprends mieux le pourquoi maintenant. Le tissu qui travaille chauffe,
produit du gaz carbonique, devient acide et l'hémoglobine libère son oxygène pile à cet endroit. Merci beaucoup, Tot. Encore une petite pause. Et toi qui nous écoutes, si tu veux Tot comme répétiteur qui corrige tes exercices pas à pas, sans jamais t'insulter ni te juger, inscris-toi sur turboclass.africa ou contacte un ambassadeur TurboClass près de chez toi. Et on revient pour la fin. Et Booba ne s'arrête pas là. Juste sous la correction, il y a l'espace question. Il s'en sert pour continuer à échanger avec Tot. Dis Tot, le 2,3 dpg dont tu parles, il pousse la courbe dans quel sens déjà? Vers la droite, Booba. Comme le gaz carbonique, l'acidité et la chaleur, le 2,3 dpg réduit l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène et favorise sa libération au tissu. Dans la drépanocytose, ce 2,3 dpg est d'ailleurs augmenté. D'accord, ça c'est clair. Et pour ne pas me tromper le jour du concours entre bore et aldane? Un truc simple, bore agit sur l'oxygène, aldane agit sur le gaz carbonique. Dans bore, ce sont le gaz carbonique et le pH qui commandent l'affinité pour l'oxygène. Dans aldane, c'est la saturation en oxygène qui commande l'affinité pour le gaz carbonique. Deux interactions réciproques, sens inverse. Salut Booba, content de te retrouver. Installe-toi, on regarde ça ensemble. Vas-y, lis-moi ta question. Bonjour Tot, merci d'être là. Alors voilà, la question c'est, on prépare un tampon en dissolvant 0,82 g d'acide acétique, de masse molaire 60 g par mol et de pKa égale 4,8, avec 1,36 g d'acétate de sodium, de masse molaire 82 g par mol, dans 500 ml d'eau. Il faut calculer le pH de ce tampon. Ah, un tampon avec Henderson-Hasselbalch, un grand classique du concours médecine. Tu vas me montrer tes calculs. Mais dis-moi d'abord, l'indice, tu l'as pris aujourd'hui? Avant de le laisser répondre, chez TurboClass, on peut avoir un coup de pouce, mais ça consomme une question sur son quota du jour. Voyons ce que Booba a choisi. Oui, j'en ai pris un. Ok, voici l'indice. Le cœur du calcul, c'est le rapport base sur acide dans le logarithme. Demande-toi si tu compares bien deux grandeurs de même nature et regarde bien leurs unités. Allez, montre-moi ta réponse. Alors, voici ce que j'ai écrit. J'applique Henderson-Hasselbalch. pH égale pKa plus logarithme de base sur acide. Mais dans le logarithme, il faut mettre des moles, pas des grammes, parce que l'acide acétique et l'acétate de sodium n'ont pas la même masse molaire. Alors je convertis. L'acide acétique, 0,82 divisé par 60, ça fait environ 0,0137 mol. L'acétate de sodium, 1,36 divisé par 82, environ 0,0166 mol. Donc, pH égale 4,8 plus logarithme de 0,0166 divisé par 0,0137, soit 4,8 plus 0,084. Ma réponse finale, un pH d'environ 4,88. On fait une courte pause. Petit arrêt. Si tu apprends quelque chose ici, abonne-toi, mets un like et partage. Ça aide d'autres futurs médecins à nous trouver. Voilà, on retrouve Booba et Tot. Exact Booba. Et ton indice t'a mis pile sur la bonne piste. Tu as regardé les unités et c'était exactement là que tout se jouait. Bonne formule, bonne conversion, bon résultat. Impeccable. Reprenons quand même pour bien ancrer le réflexe. Un tampon, c'est pH égale pKa plus logarithme de base sur acide. Le piège était dans le logarithme. On n'y met pas des grammes, on met des moles. Pourquoi ça change tout? Parce que l'acide acétique et l'acétate de sodium n'ont pas la même masse molaire. L'acide pèse 60 g par mol, l'acétate 82 g par mol. Un gramme de l'un ne contient donc pas le même nombre de moles qu'un gramme de l'autre. Comparer les masses, ce serait comparer deux choses qui ne se comptent pas de la même façon. Toi, tu as bien converti. 0,0137 mol d'acide, 0,0166 mol de base. Et tu tombes sur 4,88. Si tu avais glissé les grammes directement, tu serais tombé sur 5,02. Faux. Tout l'écart venait de cette histoire d'unité. Petit bonus qui te rassurera. Ici, tu pouvais garder les moles ou passer par les concentrations, ça donne le même résultat. Les deux quantités sont divisées par le même volume, 500 ml. Donc, le rapport ne change pas. Ce qui compte, c'est de partir des moles, jamais des grammes. Et je te donne ta note en toute transparence, ta réponse est juste.
Sur un calcul, c'est juste ou faux. Ici, c'est 5 étoiles et plus 15 points d'expérience avec ton pass. Beau réflexe. Ah, et ça tient parce que j'ai pensé au mol. Sans ça, je mettais les grammes directement et je tombais à côté. Merci beaucoup, Tot. Encore une petite pause. Et toi qui nous écoutes, si ton enfant ou ton neveu prépare le concours médecine, offre-lui un pass sur turboclass.africa. Tot le corrigera pas à pas, sans jamais l'insulter ni le juger. Ou contacte un ambassadeur Turboclass près de chez toi. Et on revient pour la fin. Et Booba ne s'arrête pas là. Juste sous la correction, il y a l'espace question. Il s'en sert pour continuer à échanger avec Tot. Dis Tot, du coup, si on m'avait donné directement des concentrations en mol par litre au lieu des masses, j'aurais pu les mettre telles quelles dans le logarithme? Oui, exactement. Le rapport des concentrations et le rapport des mols donnent le même résultat car les deux espèces sont dans le même volume. Concentration ou mol, les deux marchent. Ce sont seulement les grammes qu'il ne faut pas mettre. D'accord, ça c'est clair. Et dis-moi, pourquoi mon pH tombe un peu au-dessus du pKa à 4,88? Parce que tu as un peu plus de base que d'acide. 0,0166 mol de base contre 0,0137 mol d'acide. Quand la base l'emporte légèrement, le logarithme est positif, donc le pH monte un peu au-dessus du pKa. Si les mols étaient égales, tu tomberais pile sur 4,8. Salut Booba, content de te retrouver. Installe-toi, on regarde ça ensemble. Vas-y, lis-moi ta question. Bonjour Tot, merci d'être là. Alors voilà, la question c'est: un étudiant en médecine affirme qu'en échographie, utiliser une fréquence plus haute donne toujours de meilleures images, peu importe la profondeur de l'organe. Je dois analyser cette affirmation à la lumière des propriétés des ondes ultrasonores. Ah, une vraie question d'échographie, le cœur de la physique médicale. Une chose d'abord, ton indice, tu l'as demandé aujourd'hui ? Une chose à noter avant sa réponse. L'indice de Tot est disponible, mais il ampute une question du quota du jour de Booba. L'a-t-il pris? On va voir. Oui, j'en ai pris un. Ok, voici l'indice. La fréquence n'agit pas seulement sur la finesse de l'image. Pense aussi à ce que l'onde doit traverser pour atteindre un organe profond. Allez, montre-moi ta réponse. Alors, voici ce que j'ai écrit. La longueur d'onde égale la vitesse divisée par la fréquence. Une fréquence plus haute donne une longueur d'onde plus petite, donc une meilleure résolution, ça, j'en suis sûr. Mais il me semble aussi qu'une onde de fréquence plus haute a plus de mal à aller loin dans le corps et qu'elle atteint mal les organes profonds. Du coup, l'affirmation « toujours meilleure » n'est pas exacte selon moi. Elle vaut pour les organes superficiels, mais pour les organes profonds, une fréquence trop haute pose problème. On fait une courte pause. Petite pause. Si cet épisode t'aide, abonne-toi à la chaîne, mets un like et partage la vidéo à un ami qui prépare le concours médecine. Voilà, on retrouve Booba et Tot. Presque, Booba. Et ton indice t'a bien ouvert les yeux. Tu as senti le deuxième effet, celui de la profondeur. C'est justement le bon bout, et c'est la moitié la plus difficile. Il te manque juste le mot précis et le compromis chiffré. Commençons par ce que tu as juste. Oui, la longueur d'onde égale la vitesse divisée par la fréquence. Quand la fréquence monte, la longueur d'onde baisse, et une plus petite longueur d'onde distingue des structures plus fines. Donc, la résolution s'améliore avec la fréquence. Solide. Ce deuxième effet que tu pressentais, il a un nom, l'atténuation. Dans les tissus, l'onde s'affaiblit à mesure qu'elle avance, et cette atténuation augmente aussi avec la fréquence. Plus la fréquence est haute, plus l'onde s'éteint vite dans le corps. Voilà pourquoi l'affirmation est incomplète. Pour un organe profond, comme le foie profond ou le rein, une fréquence trop haute s'atténue très fort. L'onde n'arrive plus assez loin et l'image devient inexploitable en dessous d'une certaine profondeur. Il y a donc un compromis entre résolution et profondeur. En pratique, on prend des fréquences hautes, 7 à 15 MHz, pour les organes superficiels comme la thyroïde, les vaisseaux, le sein, et des fréquences basses, 2 à 5 MHz, pour les organes profonds comme le foie, le cœur, le rein. On échange de la finesse contre de la pénétration. Et je te donne ta note, en toute transparence. Ton analyse est partiellement juste. Grâce à ton indice, tu as vu la résolution et pressenti la profondeur. Il te manquait le mot, l'atténuation et le compromis chiffré. Sur une analyse, je note la finesse du raisonnement, 4 étoiles, plus 7 points d'expérience avec le pass. Tu as tenu la moitié la plus dure, c'est très bien parti. Ah, j'ai compris. La fréquence joue sur deux choses à la fois, la finesse de l'image et jusqu'où l'onde pénètre.
Monter trop haut, c'est perdre la profondeur. Merci beaucoup, Tot. Encore une petite pause. Et toi qui prépares médecine, Tot peut reprendre tes exercices comme il vient de le faire avec Booba, étape par étape et sans te juger. Inscris-toi sur turboclass.africa ou vois un ambassadeur TurboClass près de chez toi. Et on revient pour la fin. Et Booba ne s'arrête pas là. Juste sous la correction, il y a l'espace questions. Il s'en sert pour continuer à échanger avec Tot. Dis, Tot, concrètement, pour une échographie du cœur, on prend quelle fréquence? Bonne question. Le cœur est un organe profond. On prend donc une fréquence basse, entre 2 et 5 MHz, pour que l'onde pénètre assez loin. On perd un peu de finesse, mais on atteint la profondeur voulue. D'accord. Et pour la thyroïde, qui est juste sous la peau? Là, c'est superficiel. On peut monter en fréquence, entre 7 et 15 MHz. L'onde n'a pas besoin d'aller loin, donc l'atténuation gêne peu et on gagne une belle résolution sur les détails. Salut Booba, content de te retrouver. Installe-toi, on regarde ça ensemble. Vas-y, lis-moi ta question. Bonjour Tot, merci d'être là. Alors voilà, la question c'est, qu'est-ce qu'un syllogisme? Construire un syllogisme valide avec des propositions sur les études de médecine au Cameroun. Puis, construire un syllogisme invalide, un sophisme, sur le même thème et expliquer pourquoi il est invalide. Ah, un sujet de logique, de la vraie culture générale de concours. Dis-moi d'abord, Booba, tu as pris ton indice? Un rappel avant sa réponse. Chez TurboClass, le coup de pouce est possible, mais il consomme une question du quota du jour. On va voir ce qu'a choisi Booba. Oui, j'en ai pris un. Ok, voici l'indice. Un syllogisme, on juge d'abord sa forme, pas seulement si ses phrases sont vraies. Pour ton exemple invalide, demande-toi ce qui cloche, le contenu des phrases ou la façon dont tu tires la conclusion. Allez, montre-moi ta réponse. Alors, voici ce que j'ai écrit. D'abord, la définition. Un syllogisme, c'est un raisonnement en 3 phrases. Une grande phrase générale, une petite phrase particulière et une conclusion qui sort des deux. Ensuite, mon syllogisme valide. Majeur. Tout étudiant admis à la FMSB a réussi l'épreuve de biologie. Mineur. Issa a été admis à la FMSB. Conclusion. Donc Issa a réussi l'épreuve de biologie. Puis, mon syllogisme invalide. Majeur. Tout étudiant admis à la FMSB a réussi l'épreuve de biologie. Mineur. Amina a réussi l'épreuve de biologie. Conclusion. Donc Amina a été admise à la FMSB. Et pour celui-là, je dirais qu'il est invalide à cause de sa forme. Je pars de Amina a réussi la biologie pour conclure elle est admise à la FMSB. Et la conclusion ne suit pas forcément dans ce sens. Mais je ne connais pas le nom exact de ce défaut. On fait une courte pause, on respire 2 secondes, abonne-toi, laisse un like et un commentaire, et envoie cette vidéo à quelqu'un qui vise médecine. Voilà, on retrouve Booba et Tot. Presque. Et ton indice t'a fait quitter la fausse piste. Tu ne dis plus « la majeure est fausse », tu vises maintenant la forme. C'est exactement la bonne direction. Il te manque juste le nom. Je commence par la bonne nouvelle. Ta partie valide est parfaite, du début à la fin. Ta définition tient. Un syllogisme, c'est bien un raisonnement déductif à 3 propositions. Une prémisse majeure générale, une prémisse mineure particulière et une conclusion qui découle nécessairement des deux. Et ton premier syllogisme est valide sans faute. Tout admis à la FMSB a réussi la biologie. Issa est admis, donc Issa a réussi la biologie. C'est ce qu'on appelle un modus ponens. Si tout A est B et que X est A, alors X est B. Le bon réflexe, celui vers lequel ton indice t'a mené, distingue la validité, la structure du raisonnement, de la vérité, le contenu des prémices. Un syllogisme peut être valide même avec des prémices fausses, et il peut être invalide même avec des prémices vraies. Ton exemple est invalide à cause de sa forme, tu l'as bien senti. Voici son nom. Tu écris « Tout admis à la FMSB a réussi la biologie. Amina a réussi la biologie, donc Amina est admise à la FMSB. » La forme, c'est si P, alors Q. Or Q, donc P. Et ça, c'est le sophisme de l'affirmation du conséquent. On part de la conséquence, avoir réussi la biologie, pour remonter à la cause, être admis à la FMSB. La logique ne l'autorise pas. Amina a pu réussir la biologie sans jamais passer par la FMSB parce que d'autres facultés l'exigent aussi. Retiens bien ça, c'est capital pour ton concours.
Un syllogisme valide a une structure correcte. Un syllogisme solide est valide et a des prémices vraies. Quand on te demande pourquoi un sophisme est invalide, parle de sa forme. Ici, l'affirmation du conséquent, si P alors Q, or Q donc P, jamais du fait que les prémices seraient fausses. Et je te donne ta note, en toute transparence. Sur un sujet ouvert, on regarde chaque partie. Ta définition est juste, ton syllogisme valide est parfait, et grâce à ton indice, tu vises maintenant la forme. Ça, c'est du solide. Il te manquait seulement le nom du sophisme. Donc, c'est une réponse partiellement juste. 4 étoiles, plus 7 points d'expérience avec le pass. Tu n'es pas passé loin du sans faute. Ah, j'ai compris. Ce n'était pas une histoire de vrai ou de faux dans les phrases. C'était la forme. Affirmation du conséquent, si P alors Q, or Q donc P. On ne remonte pas de la conséquence à la cause. Merci beaucoup, Tot. Encore une petite pause. Et vous les parents, un pass TurboClass sur turboclass.africa, c'est Tot qui accompagne votre enfant vers médecine, chaque exercice repris avec patience. Un ambassadeur près de chez vous peut vous guider pour l'inscription. Et on revient pour la fin. Et Bouba ne s'arrête pas là. Juste sous la correction, il y a l'espace questions. Il s'en sert pour continuer à échanger avec Tot. Dis, Tot, du coup, il existe un autre sophisme du même genre que l'affirmation du conséquent? Oui, la négation de l'antécédent. Sa forme, c'est si P alors Q, or non P, donc non Q. Un exemple. Si Amina est admise à la FMSB, elle a réussi la biologie. Or, Amina n'est pas admise à la FMSB, donc elle n'a pas réussi la biologie. C'est faux. Elle a pu réussir la biologie ailleurs. C'est l'autre grand piège classique, juste à côté de l'affirmation du conséquent. D'accord, ça c'est clair. Et dis-moi, un syllogisme valide, ça peut donner une conclusion fausse? Oui, si une prémisse est fausse. La structure garantit seulement une chose, que la conclusion découle des prémices. Elle ne garantit pas que la conclusion soit vraie. Valide avec des prémices fausses, ça donne une conclusion qui découle logiquement, mais qui peut être factuellement fausse. C'est exactement pour ça qu'on distingue le syllogisme valide du syllogisme solide. Solide, c'est valide et prémisse vraie. Salut Bouba, content de te retrouver. Installe-toi, on regarde ça ensemble. Vas-y, dis-moi ta question. Bonjour Tot, merci d'être là. Alors voilà, la question c'est: l'ion calcium 2+, de numéro atomique 20, est partout dans les réactions du corps humain. Quelle est sa configuration électronique? Choix A, configuration de l'argon. Choix B, configuration de l'argon 3D2 4S0. Choix C, configuration du néon 3S2 3P6 4S2. Choix D, configuration de l'argon 4S2. Ah, une question de configuration électronique sur un ion, un grand classique du concours médecine. Tu as sûrement une lettre en tête. Dis-moi juste, tu l'as utilisé l'indice aujourd'hui? Petit rappel avant sa réponse. TurboClass offre un indice, mais ça consomme une question sur son quota du jour. Bouba l'a-t-il pris? On va voir. Oui, j'en ai pris un. Ok, voici l'indice. Regarde bien le petit 2+ derrière le calcium. Ce n'est plus l'atome neutre. Un ion positif, ça veut dire qu'on a retiré des électrons. Demande-toi combien et par quelle couche on commence. Allez, montre-moi ta réponse. J'ai coché la A. On fait une courte pause. Petit arrêt. Si tu apprends quelque chose ici, abonne-toi, mets un like et partage. Ça aide d'autres futurs médecins à nous trouver. Voilà, on retrouve Bouba et Tot. Exact Bouba, tu as coché la bonne, la A. Et ton indice t'a mis pile sur la piste. Partir de l'atome neutre, puis retirer les bons électrons. Beau travail. Regardons pourquoi, pour bien ancrer. Le calcium a numéro atomique 20. Et à l'état neutre, c'est la configuration de l'argon, 4S2. Mais la question parle de l'ion calcium 2+. Le petit 2+, veut dire qu'il a perdu 2 électrons. Quels électrons partent en premier? Ceux de la couche de valence, les 2 électrons de la sous-couche 4S. On les enlève, il reste la configuration de l'argon tout court. C'est bien la A. Et voici le joli résultat. L'ion calcium 2+, a alors 18 électrons, exactement comme le gaz noble argon, de numéro atomique 18. On dit qu'ils sont isoélectroniques. Même nombre d'électrons, donc même configuration. La sous-couche est pleine, l'octet est rempli, et c'est ça qui rend l'ion calcium 2+, très stable. Un réflexe à garder pour le concours médecine. Les cations du groupe 2, les alcalino-terreux, sont toujours isoélectroniques avec le gaz noble qui les précède. Calcium 2+, ressemble à l'argon. Magnésium 2+, au néon. Barium 2+, au xénon. Un ion positif, ça veut dire on retire d'abord les électrons de la couche externe.
Et je te donne ta note en toute transparence. Ta réponse est juste. Sur un QCM, c'est juste ou faux. Ici, c'est 5 étoiles et plus 15 points d'expérience avec ton pass. Beau réflexe sur Lyon. Ah, et ça se tient. Le 2+, j'enlève les 2 4S, il reste l'argon, la réponse A. Le bon réflexe, c'est de penser à Lyon, pas à l'atome. Merci beaucoup, Tot. Encore une petite pause? Et si toi aussi tu veux progresser comme ça, rejoins TurboClass sur turboclass.africa. Tot devient ton répétiteur qui reprend chaque erreur calmement, sans jamais t'humilier. Un ambassadeur près de chez toi peut aussi t'aider à t'inscrire. Et on revient pour la fin. Et Booba ne s'arrête pas là. Juste sous la correction, il y a l'espace questions. Il s'en sert pour continuer à échanger avec Tot. Dis, Tot, et l'option C, la configuration du néon 3S2, 3P6, 4S2, elle était fausse, pourquoi? Elle ressemblait à la bonne? Bonne question. La C, c'est juste l'écriture développée du calcium neutre. Configuration du néon, 3S2, 3P6, 4S2, c'est exactement la même chose que configuration de l'argon, 4S2. C'est encore l'atome, pas l'ion. Pour le calcium 2+, il faut enlever les 2 4S. D'accord, ça c'est clair. Et dis-moi, donc le calcium 2+ et l'argon, c'est pareil? Attention, c'est le piège à éviter. Ils ont le même nombre d'électrons, 18, et la même configuration, celle de l'argon. Ils sont isoélectroniques. Mais ce ne sont pas les mêmes atomes. Le calcium garde son numéro atomique 20, l'argon garde le sien, 18. Isoélectronique, ça n'est pas identique. C'est le même habit d'électrons, pas le même noyau. Salut Booba, content de te retrouver. Installe-toi, on regarde ça ensemble. Vas-y, lis-moi ta question. Bonjour Tot, merci d'être là. Alors voilà, la question c'est, dans une population camerounaise, une étude génétique trouve qu'une personne sur 2500 est atteinte d'albinisme, un caractère récessif. En supposant l'équilibre de Hardy-Weinberg calculé, la fréquence de l'allèle récessif A, qu'on appelle Q, la fréquence de l'allèle dominant A, qu'on appelle P, la proportion de porteurs sains, les hétérozygotes A, et enfin, dans une ville de 100 000 habitants, combien il y a de porteurs sains à peu près? Ah, de la génétique des populations, un grand classique du concours médecine. Dis-moi juste, ton indice, tu l'as utilisé aujourd'hui? Une seconde avant sa réponse, chez TurboClass, un indice est possible, mais il consomme une question du quota du jour. Booba, y a-t-il touché? Regardons. Non, la biologie c'est mon terrain. Je me suis lancé direct. Cette assurance, ça se voit. Allez, montre-moi. Alors, voici ce que j'ai écrit. On me dit qu'une personne sur 2500 est albinos. L'albinisme est récessif, donc c'est l'allèle A. Attention, ce 1 sur 2500, c'est la fréquence des malades AA, donc c'est Q au carré, pas Q. Je prends la racine carrée. Q égale racine de 1 sur 2500, c'est-à-dire 1 sur 50, soit 0,02, 2%. Ensuite, P égale 1 moins Q, ça fait 0,98, 98%. Les porteurs C, les AA, c'est 2PQ, 2 fois 0,98 fois 0,02, soit 0,0392, 3,92%. Et dans la ville de 100 000 habitants, 100 000 fois 0,0392, ça fait environ 3 920 porteurs sains. On fait une courte pause. Petite pause. Si cet épisode t'aide, abonne-toi à la chaîne, mets un like et partage la vidéo à un ami qui prépare le concours médecine. Voilà, on retrouve Booba et Tot. Exact Booba, du début à la fin, et sans indice en plus. Tu n'es pas tombé dans le piège le plus classique de la génétique des populations. Confondre Q et Q au carré. Sur un sujet où beaucoup se plantent dès la première ligne, tu as eu le bon réflexe. Chapeau. Reprenons quand même, pour bien ancrer. Le danger était au tout premier pas. Q, c'est la fréquence de l'allèle A dans le pool génique. Mais Q au carré, c'est la fréquence des individus malades, les AA. Et ce que l'étude donne, c'est le nombre de malades, 1 sur 2500. C'est donc Q au carré, et il faut prendre la racine carrée, exactement ce que tu as fait. Q au carré égale 1 sur 2500, 0,0004. La racine, c'est 1 sur 50, parce que 50 fois 50 égale 2500. Donc, Q égale 0,02, 2%. Ensuite, P égale 0,98. Les porteurs, 2PQ, ça fait 3,92%. Et sur 100 000 habitants, environ 3 920 porteurs sains. Tout juste.
Et il y a une leçon cachée que tu peux resservir. Les porteurs, 3,92%, sont bien plus nombreux que les malades, 0,04%. C'est une conséquence directe de la loi de Hardy-Weinberg. Un allèle récessif rare reste caché chez énormément de porteurs sains. Et je te donne ta note en toute transparence. Ta réponse est juste. Sur un calcul, c'est juste ou faux. Ici, c'est 5 étoiles et plus 15 points d'expérience avec ton pass. Beau réflexe sur la racine carrée. Ah, ça me rassure d'avoir bien vu le Q au carré. Le nombre des malades, c'est toujours Q au carré. On prend la racine avant de continuer. Et tout s'enchaîne jusqu'à 3920 porteurs. Merci beaucoup, Tot. Encore une petite pause. Et toi qui veux aider un jeune de ta famille à réussir médecine, offre-lui un pass sur turboclass.africa. Tot reprend chaque erreur avec lui sans jamais le rabaisser. Ou passe par un ambassadeur TurboClass près de chez toi et on revient pour la fin. Et Booba ne s'arrête pas là. Juste sous la correction, il y a l'espace question. Il s'en sert pour continuer à échanger avec Tot. Dis Tot, pourquoi la racine carrée de 1 sur 2500 fait pile 1 sur 50? Je veux pouvoir le refaire de tête. Ah, excellent réflexe de te poser la question. Parce que 2500, c'est 50 fois 50. Et la racine carrée d'un nombre au carré redonne ce nombre. Donc, racine de 1 sur 2500, c'est 1 sur racine de 2500. C'est-à-dire 1 sur 50, soit 0,02. Le truc au concours, cherche quel nombre multiplié par lui-même redonne le dénominateur. D'accord, ça c'est clair. Et dis-moi, les conditions pour appliquer Hardy-Weinberg, c'est quoi au juste? Bonne question, parce qu'on l'oublie souvent. Il faut une grande population, la panmixie, c'est-à-dire des croisements au hasard, pas de sélection, pas de mutation et pas de migration. Sous ces conditions, la loi relie la fréquence de l'allèle, Q, à celle des individus malades, Q au carré. C'est justement ce lien qui te permet de remonter de Q au carré vers Q en prenant la racine. Salut Booba, content de te retrouver. Installe-toi, on regarde ça ensemble. Vas-y, lis-moi ta question. Bonjour Tot, merci d'être là. Alors voilà, la question c'est expliquer ce qu'est un zwitterion dans le cas des acides aminés. Décrire sa formation à partir de la glycine et préciser dans quelles conditions du pH il est majoritaire. Ah, le zwitterion, un grand classique de la chimie de médecine. Une chose d'abord, tu as pris ton indice aujourd'hui ? Petit rappel, avant de répondre, on peut demander un indice à Tot, ça consomme une question sur son quota du jour. Voyons le choix de Booba. Oui, j'en ai pris un. Ok, voici l'indice. Pense au mot zwitterion. Zwitter, en allemand, ça veut dire hybride, deux choses à la fois. Concentre-toi sur ce que deviennent le groupe acide et le groupe amine et méfie-toi de l'idée que charge globale nulle veut dire aucune charge. Allez, montre-moi ta réponse. Alors, voici ce que j'ai rédigé. Un acide aminé a un groupe acide et un groupe amine. Le zwitterion, c'est la glycine qui porte en même temps une charge positive sur l'amine qui devient un groupe ammonium et une charge négative sur l'acide qui devient un groupe carboxylate. Le groupe acide cède son proton au groupe amine. La charge globale est nulle, mais les deux charges existent bien. Par contre, je pense qu'il n'existe qu'à un seul pH précis, le point isoélectrique. Ailleurs, ce n'est plus un zwitterion. On fait une courte pause, on respire 2 secondes, abonne-toi, laisse un like et un commentaire et envoie cette vidéo à quelqu'un qui vise médecine. Voilà, on retrouve Booba et Tot. Presque, Booba. Et ton indice t'a débloqué sur le plus dur, les charges. Tu as maintenant tout bon sur la nature du zwitterion. Deux charges opposées, le groupe ammonium positif et le groupe carboxylate négatif, portés en même temps sur la même molécule, avec un total qui fait 0. Charge globale nulle ne veut pas dire absence de charge, tu l'as parfaitement dit. C'est le cœur du sujet et tu le tiens. Rappelons vite comment il se forme puisque tu l'as bien vu. Le groupe acide cède son proton, ce proton part sur le groupe amine à l'intérieur de la même molécule. L'amine devient un groupe ammonium positif, l'acide un groupe carboxylate négatif. Voilà le zwitterion. Il reste juste un point à corriger, sur le pH. Le zwitterion n'existe pas seulement au point isoélectrique. Il est la forme majoritaire sur toute une grande plage de pH entre les deux valeurs de pKa de la glycine, environ 2,3 et 9,6. Au point isoélectrique, la moyenne des deux, autour de 6, il est simplement à son maximum et la glycine ne bouge plus dans un champ électrique. En milieu très acide, on a la forme positive. En milieu très basique, la forme négative. Et je te donne ta note, en toute transparence. Sur un sujet ouvert, je regarde le fond.
Grâce à ton indice, tu as maintenant la nature du zwitterion et les charges parfaitement. C'est la partie la plus difficile et elle est acquise. Il te restait juste la plage de pH, donc une réponse partiellement juste. 4 étoiles, plus 7 points d'expérience avec le pass. Tu es à un cheveu du sans faute. Ah, j'ai compris. Le zwitterion tient sur toute la plage entre les deux pKa, pas seulement au point isoélectrique. Et il porte le groupe ammonium positif et le groupe carboxylate négatif en même temps. Merci beaucoup, Tot. Encore une petite pause. Et toi qui nous écoutes, si tu veux Tot comme répétiteur qui corrige tes exercices pas à pas, sans jamais t'insulter ni te juger, inscris-toi sur turboclass.africa ou contacte un ambassadeur TurboClass près de chez toi. Et on revient pour la fin. Et Booba ne s'arrête pas là. Juste sous la correction, il y a l'espace question. Il s'en sert pour continuer à échanger avec Tot. Dis, Tot, à quoi ça sert de connaître le point isoélectrique? Ah, bonne question. Au point isoélectrique, la glycine est presque entièrement sous forme de zwitterion et sa charge nette est nulle. Du coup, elle ne migre pas dans un champ électrique. C'est exactement ce qui sert à séparer les acides aminés en électrophorèse. Chaque acide aminé a son propre point isoélectrique, donc ils se séparent. D'accord. Et dans le corps, à pH 7,4, c'est quelle forme? Très beau réflexe de penser au corps. À pH 7,4, c'est le zwitterion qui prédomine, pas la molécule non chargée. 7,4 tombe bien entre les deux pKa, 2,3 et 9,6. Donc la forme avec le groupe ammonium positif et le groupe carboxylate négatif est majoritaire. Dans ton corps, en ce moment même, tes acides aminés sont sous forme de zwitterion. Salut Booba, content de te retrouver. Installe-toi, on regarde ça ensemble. Vas-y, lis-moi ta question. Bonjour Tot, merci d'être là. Alors voilà. Question. Quel est le mécanisme par lequel les estrogènes élevés et prolongés en fin de phase folliculaire déclenchent le pic de LH? Réponse A. Stimulation directe de l'ovocyte par les estrogènes. Réponse B. Rétrocontrôle positif sur l'hypothalamus et l'hypophyse antérieure. Réponse C. Inhibition directe du corps jaune par les estrogènes. Réponse D. Rétrocontrôle négatif puissant sur l'hypothalamus uniquement. Ah, une belle question de régulation du cycle, un classique du concours médecine. Ta lettre Booba, c'est laquelle? Et dis-moi, l'indice, tu t'en es servi aujourd'hui? Avant sa réponse, TurboClass permet un coup de pouce contre une question du quota du jour. Booba l'a-t-il pris? On va voir. Non, la biologie c'est mon terrain. Je me suis lancé direct. Tu n'as pas hésité. Je suis curieux de voir ta réponse. Alors, j'ai choisi la lettre B. On fait une courte pause. Petit arrêt. Si tu apprends quelque chose ici, abonne-toi, mets un like et partage. Ça aide d'autres futurs médecins à nous trouver. Voilà, on retrouve Booba et Tot. Eh bien, bravo Booba, c'est exactement ça. Tu as coché la lettre B et sur une question notée difficile. Chapeau, le bon mécanisme du premier coup. Reprenons pourquoi la B est juste. En fin de phase folliculaire, le taux d'œstrogène monte fort. Et surtout, il reste élevé pendant un bon moment, au moins 36 à 48 heures, autour du 12e, 13e jour du cycle. À ce moment-là, il se passe un basculement. On appelle ça un switch du rétrocontrôle. Les œstrogènes changent de rôle. Avant, ils freinaient. Là, ils stimulent. Concrètement, ils agissent sur l'hypothalamus qui produit plus de GnRH et sur l'hypophyse qui devient plus sensible à cette GnRH. Résultat, une décharge massive de LH, le fameux pic ovulatoire. Voilà ce qui déclenche l'ovulation. Regardons vite les pièges que tu as évités. La lettre A parlait d'une action directe sur l'ovocyte. Non, les œstrogènes agissent sur le cerveau, sur l'axe hypothalamo-hypophysaire, pas directement sur l'ovule. La lettre C parlait du corps jaune. Or, le corps jaune n'existe pas encore à ce stade. Il se forme après l'ovulation, pas avant. La lettre D parlait d'un rétrocontrôle négatif. Mais un frein n'aurait jamais déclenché un pic de LH. Au contraire, il l'aurait bloqué. Maintenant que tu maîtrises, je te pousse un cran plus loin. La vraie subtilité, c'est le double visage des œstrogènes. Quand leur taux est modéré, comme en début de phase folliculaire ou pendant la phase lutéale, ils exercent un rétrocontrôle négatif. Ils freinent. Quand leur taux est élevé et maintenu longtemps, en toute fin de phase folliculaire, ils exercent un rétrocontrôle positif. Ils déclenchent. C'est donc la durée et le niveau ensemble qui décident du sens. Retiens l'ordre, il vaut de l'or le jour de l'examen.
œstrogène élevé et prolongé, puis switch du rétrocontrôle, puis montée de la GnRH et de la sensibilité de l'hypophyse, puis pic de LH, puis ovulation dans les 24 à 36 heures qui suivent. Et je te donne ta note en toute transparence. Ta réponse est juste. Sur un QCM, c'est la bonne lettre, la B. L'exercice est compté juste, 5 étoiles, plus 15 points d'expérience. Ce n'est pas un coup de chance, tu as évité 3 pièges bien posés. Continue exactement comme ça. Ah, super. Donc les estrogènes freinent quand ils sont modérés et ils déclenchent quand ils sont élevés et prolongés. Et c'est ce switch qui envoie le pic de LH. Merci beaucoup, Tot. Encore une petite pause. Et toi qui nous écoutes, si ton enfant ou ton neveu prépare le concours médecine, offre-lui un pass sur turboclass.africa. Tot le corrigera pas à pas, sans jamais l'insulter ni le juger. Ou contacte ton ambassadeur TurboClass près de chez toi. Et on revient pour la fin. Et Booba ne s'arrête pas là. Juste sous la correction, il y a l'espace question. Il s'en sert pour continuer à échanger avec Tot. Dis, Tot, comment les mêmes estrogènes peuvent freiner puis déclencher? Ça me paraît contradictoire. Bonne question. Ce ne sont pas les œstrogènes qui changent, c'est la situation. 2 conditions doivent être réunies pour le switch. Un taux élevé est maintenu au moins 36 à 48 heures, en dessous il freine. Une fois ce seuil de durée et de niveau franchi, le rétrocontrôle bascule du négatif au positif. C'est la durée et le niveau qui décident, pas la molécule. D'accord, c'est clair. Et le pic de LH, il sert à quoi exactement? Le pic de LH, c'est le signal de départ de l'ovulation. Cette décharge massive fait libérer l'ovocyte par le follicule. L'ovulation arrive dans les 24 à 36 heures après le pic. Sans ce pic, pas d'ovulation. Voilà pourquoi cette question tombe si souvent au concours. Salut Booba, content de te retrouver. Installe-toi, on regarde ça ensemble. Vas-y, dis-moi ta question. Bonjour Tot, merci d'être là. Alors voilà, la question c'est un échantillon de technétium 99 métastable avec une demi-vie de 6 heures a une activité de départ de 3200 mégabecquerels au moment de l'injection au patient. Premièrement, calculer l'activité après 24 heures. Deuxièmement, calculer le nombre de noyaux présents au départ si le lambda vaut 3,21 fois 10 puissance moins 5 par seconde. Ah, de la médecine nucléaire, du vrai concours médecine. Ce technétium, c'est le traceur qu'on injecte pour voir un organe à la caméra. Dis-moi, l'indice, tu l'as pris aujourd'hui? Une petite seconde avant sa réponse. Chez TurboClass, l'indice existe, mais il consomme une question du quota du jour. Booba, y a-t-il eu recours? On regarde. Oui, j'en ai pris un. Ok, voici l'indice. Attention au mot demi-vie quand tu comptes. À chaque demi-vie, l'activité ne se partage pas en parts égales. Demande-toi par combien elle est divisée à chaque fois et combien de fois ça se répète. Allez, montre-moi ta réponse. Alors, voici ce que j'ai écrit. Pour la première question, le technétium a une demi-vie de 6 heures. En 24 heures, il y a 24 divisé par 6, ça fait 4 demi-vies. Et à chaque demi-vie, l'activité est divisée par 2 et ça recommence. Donc, l'activité égale 3200 multiplié par 1 demi puissance 4, c'est-à-dire 3200 divisé par 16, 200 mégabecquerels. Pour la deuxième question, le nombre de noyaux au départ égale l'activité divisée par lambda. Je convertis 3200 mégabecquerels en 3,2 fois 10 puissance 9 becquerels. Donc, ça fait environ 10 puissance 14 noyaux au départ. On fait une courte pause. Petite pause. Si cet épisode t'aide, abonne-toi à la chaîne, mets un like et partage la vidéo à un ami qui prépare le concours médecine. Voilà, on retrouve Booba et Tot. Exact Booba, sur les 2 questions. Et ton indice t'a évité le piège classique. Tu as bien vu qu'à chaque demi-vie, on divise par 2, pas par le nombre de demi-vies. Beau travail. Reprenons pour bien m'ancrer. Le nombre de demi-vies. 24 divisé par 6, ça fait 4. Ensuite, le cœur. Une demi-vie, ça veut dire que l'activité est divisée par 2 et ça recommence à chaque demi-vie. Suivons le patient. Au départ, 3200. Après 6 heures, 1600. Après 12 heures, 800. Après 18 heures, 400. Après 24 heures, 200 mégabecquerels. Divisé par 2 4 fois de suite, c'est divisé par 16. Donc, 3200 divisé par 16, ça fait 200. Le piège que ton indice t'a fait éviter, c'était de diviser par le nombre de demi-vies. 3200 divisé par 4, ça aurait donné 800.
Et ce 800, c'est en fait l'activité à 12 heures seulement, à mi-chemin. Et ta deuxième question est nickel. Le nombre de noyaux égale l'activité divisée par lambda, la conversion des mégabecquerels en becquerels est bien faite et tu tombes sur environ 10 puissance 14 noyaux. Et je te donne ta note en toute transparence. Ta réponse est juste. Sur un calcul, c'est juste ou faux. Ici, c'est 5 étoiles et plus 15 points d'expérience avec ton pass. Beau réflexe sur la demi-vie. Ah, et ça tient parce que j'ai coupé un 2 à chaque demi-vie. 4 demi-vies, c'est divisé par 2 4 fois, donc divisé par 16. Merci beaucoup, Tot. Encore une petite pause. Et toi qui prépares médecine, Tot peut reprendre tes exercices comme il vient de le faire avec Booba, étape par étape et sans te juger. Inscris-toi sur turboclass.africa ou vois un ambassadeur TurboClass près de chez toi. Et on revient pour la fin. Et Booba ne s'arrête pas là. Juste sous la correction, il y a l'espace question. Il s'en sert pour continuer à échanger avec Tot. Dis Tot, et si on m'avait donné 15 heures au lieu de 24? Ça ne tombe pas juste sur une demi-vie. Bonne question. Tu comptes quand même le nombre de demi-vies. 15 divisé par 6, ça fait 2,5. Puis, tu appliques la même formule. L'activité égale l'activité de départ multipliée par 1 demi puissance 2,5. Ça marche aussi avec un nombre à virgule. 2 demi-vies et demi, c'est divisé par 2. 2 fois et demi. D'accord. Et dis-moi, le lambda, 3,21 fois 10 puissance moins 5 par seconde, il vient d'où? De la demi-vie justement. On a lambda égale logarithme népérien de 2 divisé par la demi-vie. Tu prends la demi-vie de 6 heures, tu la convertis en secondes et tu retrouves ce lambda. C'est lui qui relie l'activité au nombre de noyaux. Activité égale lambda multiplié par le nombre de noyaux. C'est exactement ce que tu as utilisé, à raison, dans ta deuxième question. Salut Booba, content de te retrouver. Installe-toi, on regarde ça ensemble. Vas-y, lis-moi ta question. Bonjour Tot, merci d'être là. Alors voilà, la question c'est, dans le cadre du PEV camerounais, les enfants reçoivent le vaccin anti-polio oral, le VPO, qui est un virus vivant atténué, et le vaccin anti-polio injectable, le VPI, qui est un virus inactivé. Il faut analyser les avantages et les inconvénients immunologiques de chaque vaccin et expliquer pourquoi on utilise les deux dans la stratégie d'éradication de la poliomyélite. Ah, un vrai sujet d'analyse de médecine. Comparer deux vaccins et expliquer la stratégie. Mais dis-moi d'abord, tu as demandé un indice ? Un mot avant qu'il réponde. Un indice est possible chez TurboClass contre une question du quota du jour. Booba l'a-t-il utilisé ? Voyons. Non, la biologie c'est mon terrain. Je me suis lancé direct. Bien, la biologie, tu es à l'aise dessus, alors vas-y. Alors, voici ce que j'ai écrit. Le VPO, c'est le vaccin qu'on donne par la bouche. Comme c'est un virus vivant, atténué, il se réplique dans l'intestin de l'enfant. Du coup, il crée une immunité dans la muqueuse intestinale, avec des anticorps IgA. C'est un gros avantage. Ça bloque le virus là où il entre. Et ça coupe la transmission féco-orale d'un enfant à l'autre. En plus, comme le virus vaccinal circule un peu, même des enfants non vaccinés autour reçoivent une protection. Par contre, comme c'est un virus vivant, il y a un petit risque rare de poliomyélite associé au vaccin, le VAPP. Le VPI, lui, c'est l'injection, un virus inactivé. Il donne aussi une protection dans le sang. Donc, les deux protègent contre la polio et on met les deux pour bien couvrir l'enfant. On fait une courte pause. On respire 2 secondes. Abonne-toi, laisse un like et un commentaire et envoie cette vidéo à quelqu'un qui vise médecine. Voilà, on retrouve Booba et Tot. Presque. Booba, ta partie sur le VPO est solide et tu connais même le VAPP. Bravo, beaucoup l'oublient. Ce qui manque, c'est d'articuler précisément pourquoi on combine les deux vaccins. Commençons par ce que tu as bien vu. Le VPO est un virus vivant atténué. Il se réplique dans l'intestin, il déclenche une immunité de la muqueuse avec des IgA. Résultat, il interrompt la transmission féco-orale. Tu as noté l'immunité de groupe et surtout le risque de VAPP. Tout ça est juste. Un seul complément sur le VPO. Si la couverture vaccinale est faible, le virus vaccinal peut muter et redevenir dangereux. C'est le poliovirus dérivé du vaccin, le PVDV. Garde-le en tête à côté du VAPP. Maintenant, le cœur de ce qui manquait.
Le VPI n'est pas juste une autre protection, il a un rôle précis. C'est un virus inactivé, donc mort. Ses avantages ? Aucun risque de VAPP et on peut le donner aux personnes immunodéprimées sans danger. Il induit des IgG dans le sang, qui protègent contre la paralysie. Son point faible ? Comme il ne se réplique pas dans le tube digestif, il protège mal les muqueuses intestinales, donc il n'interrompt pas la transmission. Voilà la logique de la stratégie combinée, c'est le cœur du sujet. Le VPI protège l'enfant contre la paralysie, c'est l'immunité du sang. Le VPO interrompt la transmission dans la communauté, c'est l'immunité de l'intestin. Les deux sont complémentaires, l'un protège l'individu, l'autre casse la chaîne de contamination. Pour te donner un repère, l'Afrique a été déclarée indemne de poliovirus sauvage le 25 août 2020. Et je te donne ta note en toute transparence. C'est une analyse partiellement juste. Le VPO est bien traité et le VAPP cité. Mais l'articulation des deux vaccins manquait. Je te mets 4 étoiles et plus 7 points d'expérience avec le pass. Ta base est vraiment bonne. Il te manquait juste de nommer la complémentarité, pas le cœur du sujet. Tu combles ça très vite. Ah, j'ai compris. Le VPO coupe la transmission dans l'intestin, mais il a un risque, le VAPP. Le VPI n'a pas ce risque. Il protège de la paralysie, mais il ne coupe pas la transmission. Voilà pourquoi on met les deux. L'un protège l'enfant, l'autre casse la chaîne. Merci beaucoup, Tot. Encore une petite pause. Et vous les parents, un pass TurboClass sur turboclass.africa, c'est Tot qui accompagne votre enfant vers médecine, chaque exercice repris avec patience. Un ambassadeur près de chez vous peut vous guider pour l'inscription. Et on revient pour la fin. Et Booba ne s'arrête pas là. Juste sous la correction, il y a l'espace question. Il s'en sert pour continuer à échanger avec Tot. Dis, Tot, si le VPO a un risque de paralysie, pourquoi on ne garde pas seulement le VPI, qui lui n'a aucun risque ? Bonne question. Parce que le VPI protège mal les muqueuses intestinales. Il ne se réplique pas dans le tube digestif. Il empêche la paralysie de l'enfant, mais il n'interrompt pas la transmission féco-orale. Sans le VPO, le virus continuerait de circuler d'un enfant à l'autre. On garde donc les deux. Le VPI protège l'individu, le VPO casse la chaîne de contamination. D'accord, ça c'est clair. Et dis-moi, le PVDV, c'est la même chose que le poliovirus sauvage ? Non, il faut bien les distinguer. Le poliovirus sauvage est le virus naturel. Il a été éliminé d'Afrique en 2020. Le PVDV, lui, vient du virus vaccinal du VPO. Quand la couverture vaccinale est trop faible, ce virus atténué peut circuler longtemps et redevenir dangereux. Il est encore présent dans certaines régions à faible couverture. L'éradication totale demande d'éliminer les deux. Salut Booba, content de te retrouver. Installe-toi, on regarde ça ensemble. Vas-y, dis-moi ta question. Bonjour Tot, merci d'être là. Alors voilà, la question c'est comparer les défauts visuels, myopie, hypermétropie, presbytie et astigmatisme. Pour chacun, il faut donner le mécanisme, la population touchée, le signe de la correction et le type de lentille prescrite. Ah, l'œil et ses défauts. Un grand classique du concours médecine. Dis-moi d'abord, as-tu pris ton indice aujourd'hui ? Petit rappel avant sa réponse. On peut demander un indice à Tot, mais ça consomme une question du quota du jour. Booba l'a-t-il pris ? On va voir. Oui, j'en ai pris un. Ok, voici l'indice. Pour la presbytie et l'astigmatisme, sois attentif à l'organe en cause. Il ne touche pas la même structure de l'œil. Demande-toi qui est concerné, le cristallin ou la cornée, avant de choisir la lentille. Allez, montre-moi ta réponse. Alors, voici ce que j'ai écrit. La myopie. L'œil est trop long. L'image se forme en avant de la rétine. On voit flou de loin. Ça touche souvent les jeunes. On corrige avec une lentille divergente, de puissance négative. L'hypermétropie. L'œil est trop court. L'image se forme en arrière de la rétine. On voit flou de près. À tout âge, on corrige avec une lentille convergente, de puissance positive. La presbytie. C'est le cristallin qui vieillit et perd son accommodation, d'où un flou de près. Je la corrigerai avec une lentille cylindrique. Et l'astigmatisme, c'est la cornée qui est déformée, d'où une vision floue à toutes les distances. Je le corrigerai avec une lentille convergente ordinaire. On fait une courte pause. Petit arrêt. Si tu apprends quelque chose ici, abonne-toi, mets un like et partage. Ça aide d'autres futurs médecins à nous trouver. Voilà, on retrouve Booba et Tot. Presque Booba. Et ton indice t'a fait trouver le bon organe pour chacun. La presbytie, c'est bien le cristallin qui vieillit. L'astigmatisme, bien la cornée déformée. C'est la clé, et tu l'as.
Il te reste juste à brancher la bonne lentille sur chacun. Et je commence par la bonne nouvelle. Tes 2 premiers défauts sont parfaits. La myopie, œil trop long, image en avant de la rétine, flou de loin, souvent chez les jeunes. Correction, lentille divergente, puissance négative. Impeccable. L'hypermétropie, œil trop court, image en arrière de la rétine, flou de près, à tout âge. Correction, lentille convergente, puissance positive. Impeccable aussi. Maintenant, les lentilles à remettre à l'endroit. La presbytie, c'est le cristallin qui vieillit, après 45 ans en général. Il perd sa souplesse, donc son accommodation. Le flou est de près. Et la correction, c'est une lentille convergente de puissance positive, souvent des verres progressifs ou des lunettes de lecture. Retiens ce lien. Presbytie et hypermétropie partagent la même correction convergente, mais pour des causes différentes. L'astigmatisme, lui, vient bien de la cornée. Elle n'est pas sphérique, elle est torique, un peu comme un ballon de rugby. L'image est floue à toutes les distances, selon la direction regardée. Une lentille convergente ordinaire ne suffit pas. Elle est sphérique, donc elle corrige pareil dans toutes les directions. Il faut une lentille cylindrique ou torique qui rattrape le défaut selon le bon méridien. Donc les bonnes lentilles sont inversées par rapport à ta copie. Presbytie, lentille convergente. Astigmatisme, lentille cylindrique. Voilà les 2 réflexes à garder. Et je te donne ta note, en toute transparence. Sur un sujet ouvert, on compte étoile par étoile. Ta réponse est partiellement juste, 4 étoiles sur 5, plus 7 points d'expérience avec le pass. Myopie et hypermétropie parfaite, et grâce à ton indice les bons organes trouvés, il te restait juste à brancher la bonne lentille. Tu récupères ça très vite. Ah, j'ai compris. J'avais les bons organes, mais j'avais croisé les lentilles. La presbytie, c'est le cristallin, donc lentille convergente comme l'hypermétropie. Et l'astigmatisme, c'est la cornée, donc lentille cylindrique. Merci beaucoup, Tot. Encore une petite pause. Et si toi aussi tu veux progresser comme ça, rejoins TurboClass sur turboclass.africa. Tot devient ton répétiteur qui reprend chaque erreur calmement sans jamais t'humilier. Un ambassadeur près de chez toi peut aussi t'aider à t'inscrire. Et on revient pour la fin. Et Booba ne s'arrête pas là. Juste sous la correction, il y a l'espace questions. Il s'en sert pour continuer à échanger avec Tot. Dis Tot, si la presbytie et l'hypermétropie se corrigent pareil, comment je les distingue à l'examen? Ah, excellent réflexe de te poser la question. Par la cause et par l'âge. L'hypermétropie est un défaut anatomique. L'œil est trop court et c'est souvent présent dès la naissance. La presbytie, elle, vient du cristallin qui vieillit et perd son accommodation, en général après 45 ans. Même correction convergente, mais l'énoncé te donne l'indice avec l'âge ou avec le mot cristallin. D'accord, ça c'est clair. Et dis-moi, pourquoi une lentille convergente normale ne corrige pas l'astigmatisme? Justement, c'est là qu'est le piège. Une lentille sphérique corrige de la même façon dans toutes les directions. Or, dans l'astigmatisme, la cornée est déformée seulement selon certains axes. Il faut donc une lentille cylindrique ou torique qui agit plus fort dans une direction que dans l'autre pour rattraper précisément le méridien défaillant. Une lentille qui corrige partout pareil ne peut pas viser un seul axe. Salut Booba, content de te retrouver. Installe-toi, on regarde ça ensemble. Vas-y, lis-moi ta question. Bonjour Tot, merci d'être là. Alors voilà, la question c'est: le vaccin RTSS contre le paludisme a été recommandé par l'Organisation mondiale de la santé pour une utilisation à grande échelle en quelle année? Réponse A 2015, réponse B 2023, réponse C 2021, réponse D 2018. Ah, une question d'actualité médicale, le genre de repère que les jurys de concours médecine adorent tester. Tu as ta réponse, j'imagine. Mais dis-moi, l'indice, tu l'as pris? Juste avant sa réponse, chez TurboClass, un indice de Tot est possible contre une question du quota du jour. Booba l'a-t-il pris? On va voir. Oui, j'en ai pris un. Ok, voici l'indice. C'est une date d'actualité de santé publique. Remets la chronologie dans l'ordre. Avis de l'agence européenne, puis programme pilote dans quelques pays, puis recommandation de l'OMS à grande échelle. La question porte sur cette dernière étape. Allez, montre-moi ta réponse. J'ai coché la C. On fait une courte pause. Petite pause.
Si cet épisode t'aide, abonne-toi à la chaîne, mets un like et partage la vidéo à un ami qui prépare le concours médecine. Voilà, on retrouve Booba et Tot. Excellent Booba, c'est la bonne date, et ton indice t'a bien aidé à ranger la chronologie. Sur une question d'actualité, tu n'as pas hésité, et c'est exactement le repère qu'un jury aime vérifier. Rien à corriger, alors on va creuser ensemble. Reprenons d'abord pourquoi la C est juste. C'est en octobre 2021 que l'OMS a recommandé l'utilisation à grande échelle du vaccin RTSS contre le paludisme. La cible, les enfants d'Afrique subsaharienne, là où le paludisme frappe le plus fort. Et cette décision ne sortait pas de nulle part. Elle reposait sur un programme pilote lancé en 2019 dans 3 pays, le Ghana, le Kenya et le Malawi. Regardons vite les pièges que tu as évités. La A, 2015, c'est l'année où l'Agence européenne du médicament a donné un avis positif. Mais l'OMS ne recommandait pas encore un déploiement large. La D, 2018, est une date parasite. Le programme pilote a démarré en 2019, pas en 2018. La B, 2023, c'est plus tard, l'extension du déploiement, pas la recommandation de départ. Tu vois la logique ? Avis européen, puis pilote en 2019, puis recommandation large en 2021, puis extension. Chaque date est une étape. Maintenant que tu maîtrises, je te pousse un cran plus loin. Le RTSS, aussi appelé Mosquirix, est un vaccin à sous-unité protéique. Il vise une protéine de surface du parasite au moment où il entre dans le corps. Attention à un piège voisin, très classique. Ne le confonds pas avec les vaccins à ARN messager, comme ceux contre le Covid. Ce ne sont pas du tout les mêmes technologies. Et pense à ce que ça représente chez nous. Le paludisme reste une des premières causes de consultation et de décès des enfants au Cameroun. Un vaccin recommandé par l'OMS, c'est un vrai tournant de santé publique. Un sujet en or que tu peux resservir en culture générale médicale. Et garde bien la chaîne des dates, elle vaut de l'or au concours. Projet pilote en 2019 dans 3 pays, puis recommandation à grande échelle par l'OMS en 2021 pour les enfants d'Afrique subsaharienne. Et souviens-toi, c'est un vaccin à protéines, pas à ARN messager. Et je te donne ta note, en toute transparence, ta réponse est juste. Un QCM, c'est juste ou faux, et toi, tu as coché la bonne case. 5 étoiles et plus 15 points d'expérience avec ton pass. Beau réflexe, Booba. Ah, ça se tient parfaitement. Avis européen, pilote, recommandation, extension, chaque étape a son année. Et c'est un vaccin à protéines, pas à ARN messager. Merci beaucoup, Tot. Encore une petite pause. Et toi qui veux aider un jeune de ta famille à réussir médecine, offre-lui un pass sur turboclass.africa. Tot reprend chaque erreur avec lui sans jamais le rabaisser, ou passe par un ambassadeur Turboclass près de chez toi. Et on revient pour la fin. Et Booba ne s'arrête pas là. Juste sous la correction, il y a l'espace question. Il s'en sert pour continuer à échanger avec Tot. Dis Tot, le RTSS, il protège à 100% contre le paludisme ? Non, et c'est important de le savoir. Le RTSS réduit fortement les cas de paludisme grave chez les enfants, mais il ne protège pas complètement. Il vient en plus des autres moyens. La moustiquaire, les traitements, il les complète, il ne les remplace pas. D'accord. Et pourquoi l'OMS a attendu un programme pilote avant de le recommander partout ? Pour vérifier en conditions réelles. Le pilote a été lancé en 2019 au Ghana, au Kenya et au Malawi. Il fallait mesurer la sécurité, la faisabilité et l'effet réel sur le terrain. Une fois les résultats solides, l'OMS a recommandé le déploiement large en 2021. Salut Booba, content de te retrouver. Installe-toi, on regarde ça ensemble. Vas-y, dis-moi ta question. Bonjour Tot, merci d'être là. Alors voilà, la question c'est: calculer la force électromotrice standard d'une pile, argent sur argent, zinc de plus sur zinc, et déterminer la réaction spontanée. Il faut aussi identifier la cathode et l'anode. Les données. Le potentiel standard du couple argent sur argent vaut plus 0,80 volts. Le potentiel standard du couple zinc 2 plus sur zinc vaut moins 0,76 volts. Ah, une pile à monter de toutes pièces. Un classique de l'électrochimie en médecine. Une seconde, Booba. L'indice, tu t'en es servi ? Une seconde avant sa réponse. L'indice existe chez Turboclass. Mais il consomme une question du quota du jour. Qu'a choisi Booba ? Regardons. Oui, j'en ai pris un. Ok, voici l'indice. Rappelle-toi la formule, force électromotrice égale potentiel de la cathode moins potentiel de l'anode. Garde un garde-fou. Une pile qui fonctionne toute seule donne toujours une force électromotrice positive.
sertant pour placer la cathode et l'anode. Allez, montre-moi ta réponse. Alors, voici ce que j'ai écrit. La cathode, c'est le couple au potentiel le plus élevé. L'argent sur argent, plus 0,80 volts. L'anode, c'est le couple au potentiel le plus bas. Le zinc 2+, sur zinc, moins 0,76 volts. Donc, force électromotrice égale potentiel de la cathode moins potentiel de l'anode, c'est-à-dire plus 0,80 moins 0,76, ça fait plus 1,56 volts. Elle est positive, c'est cohérent pour une pile qui fonctionne. La réaction spontanée. 2 ions argent plus zinc donne 2 argent plus 1 ion zinc 2 plus. On fait une courte pause. On respire 2 secondes. Abonne-toi, laisse un like et un commentaire et envoie cette vidéo à quelqu'un qui vise médecine. Voilà, on retrouve Booba et Tot. Exact, Booba. Et tu t'es servi de ton indice exactement comme il faut. Le signe positif comme garde-fou. Formule juste, rôle bien placé, calcul propre. Rien à reprendre. Reprenons pour bien ancrer. La règle qui range tout. La cathode, c'est le couple au potentiel le plus élevé, là où se fait la réduction. L'anode, c'est le couple au potentiel le plus bas, là où se fait l'oxydation. Argent sur argent, plus 0,80 volts, c'est le plus élevé. Donc, cathode, l'ion argent, capte un électron et devient argent métal. Zinc 2+, sur zinc, moins 0,76 volts, c'est le plus bas. Donc, anode, le zinc perd 2 électrons. Le calcul avec les bons rôles. Plus 0,80, moins 0,76. Attention au petit piège du signe. Moins un nombre négatif, ça s'additionne. Donc, 0,80 plus 0,76, ça fait plus 1,56 volts. Positive. Exactement ce que ton garde-fou t'a fait vérifier. Si tu étais tombé sur moins 1,56, c'était le voyant rouge d'une inversion cathode-anode. Et cette valeur positive te donne la réaction spontanée. L'argent, au potentiel fort, oxyde le zinc. En équilibrant les électrons, 2 ions argent pour 1 zinc, 2 ions argent plus zinc donne 2 argent plus 1 ion zinc 2 plus. Tu l'as écrit juste. Et je te donne ta note en toute transparence. Ta réponse est juste. Sur un calcul, c'est juste ou faux. Ici, c'est 5 étoiles et plus 15 points d'expérience avec ton pass. Beau réflexe sur le signe. Ah, et ça tient. La cathode, c'est le potentiel le plus élevé, donc l'argent. Et comme ma force électromotrice sort positive, je sais que mon placement est bon. Merci beaucoup, Tot. Encore une petite pause. Et toi qui nous écoutes, si tu veux Tot comme répétiteur, qui corrige tes exercices pas à pas, sans jamais t'insulter ni te juger, inscris-toi sur turboclass.africa ou contacte un ambassadeur Turboclass près de chez toi. Et on revient pour la fin. Et Booba ne s'arrête pas là. Juste sous la correction, il y a l'espace question. Il s'en sert pour continuer à échanger avec Tot. Dis Tot, pourquoi on multiplie par 2 pour l'argent et pas pour le zinc dans l'équation? Ah, bonne question. C'est pour équilibrer les électrons. Le zinc libère 2 électrons quand il devient ion zinc de plus. Mais l'ion argent n'en prend qu'un chacun pour devenir argent métal. Il faut donc 2 ions argent pour absorber les 2 électrons du zinc. 2 ions argent plus zinc donne 2 argent plus 1 ion zinc de plus. De chaque côté, 2 électrons échangés, tout est équilibré. D'accord, ça c'est clair. Et dis-moi, la force électromotrice, elle change si je prends 2 ions argent au lieu d'un seul? Non, elle ne change pas. La force électromotrice standard se lit sur les potentiels des couples, pas sur les nombres qu'on écrit devant les espèces. Équilibrer les électrons sert à écrire l'équation, mais plus 1,56 volts reste plus 1,56 volts. Retiens le réflexe qui sauve. Une force électromotrice de pile doit être positive. Si tu tombes sur un nombre négatif, tu as inversé cathode et anode. Reprends les rôles, ne touche pas à ta formule. Salut Booba, content de te retrouver. Installe-toi, on regarde ça ensemble. Vas-y, lis-moi ta question. Bonjour Tot, merci d'être là. Alors voilà, la question c'est, qu'est-ce que le cycle cellulaire? Décrivez ses phases
et expliquer comment les points de contrôle assurent la fidélité de la division cellulaire en citant au moins 2 points de contrôle. Ah, le cycle cellulaire et ses points de contrôle. Un grand classique du concours médecine. Et toi, tu t'y es pris comment? Une dernière chose d'abord. Ton indice, tu l'as pris aujourd'hui? Un mot avant sa réponse. Chez TurboClass, un indice de Toth est possible, contre une question du quota du jour. Bouba y a-t-il eu recours? Regardons. Non, la biologie c'est mon terrain. Je me suis lancé direct. Voilà l'assurance des bons jours. Vas-y, montre-moi. Alors, voici ce que j'ai écrit. Le cycle cellulaire, c'est la suite ordonnée d'étapes qui amène une cellule à se diviser en 2 cellules filles. Il y a d'abord l'interphase, la plus longue, et la 3 phases. G1, la cellule grandit et fabrique ses molécules. S, l'ADN est répliqué. G2, la cellule se prépare à la division et vérifie sa réplication. Ensuite vient la phase M, la mitose, puis la cytokinèse qui sépare les 2 cellules. Les points de contrôle sont des mécanismes qui vérifient que tout est en règle avant de passer à l'étape suivante. Je cite le point de contrôle G1S. Il contrôle la taille de la cellule et l'intégrité de l'ADN. Et le point de contrôle G2M. Il vérifie que la réplication de l'ADN est complète et que l'ADN n'est pas abîmé. Ces contrôles évitent qu'un ADN endommagé ou incomplet passe aux cellules filles. On fait une courte pause. Petit arrêt. Si tu apprends quelque chose ici, abonne-toi, mets un like et partage. Ça aide d'autres futurs médecins à nous trouver. Voilà, on retrouve Bouba et Toth. Eh bien, Bouba, je vais commencer par te le dire clairement. C'est juste, et c'est bien construit. Tu as les 4 phases dans le bon ordre et tu expliques à quoi sert chaque point de contrôle. C'est exactement le niveau attendu au concours médecine. Bravo. Reprenons quand même ensemble pour bien fixer les choses. Le cycle cellulaire mène une cellule à produire 2 cellules filles. L'interphase est la plus longue. En G1, la cellule grandit et fabrique ses molécules. En S, elle réplique son ADN. En G2, elle se prépare à la division et vérifie sa réplication. Puis vient la phase M, la mitose, plus la cytokinèse. Tu as tout dit, dans le bon ordre. Tes 2 points de contrôle sont bons, eux aussi. Le G1S contrôle la taille, les conditions et l'intégrité de l'ADN. Le G2M vérifie que la réplication est complète et que l'ADN n'est pas endommagé. Je t'ajoute un 3e contrôle, juste pour aller plus loin. Le point de contrôle du fuseau, en métaphase. Lui vérifie que chaque chromosome est bien attaché aux câbles qui vont le tirer avant que la cellule ne sépare ses 2 lots. Tu n'en citais que 2, c'était ce qu'on te demandait, donc rien à te reprocher. Maintenant, j'approfondis un peu, parce que tu es prêt pour la nuance. 2 pièges à éviter le jour du concours. D'abord, ne confonds pas le point de restriction, au passage G1S, et le contrôle G2M. Le premier est comme une porte à sens unique. Une fois franchie, la cellule est engagée dans la division, on ne revient plus en arrière. Le second, G2M, c'est le tout dernier contrôle juste avant la mitose. Ensuite, retiens ce lien clinique, il est très souvent testé au concours médecine. Le cancer survient souvent quand ces mécanismes de contrôle sont perdus. Imagine un poste de contrôle sur la route, mais dont la barrière ne descend plus. Tout passe, même ce qui est abîmé. Sans point de contrôle qui fonctionne, un ADN endommagé passe aux cellules filles. Ça propage les erreurs, ça multiplie les mutations. C'est pour ça qu'on cite les protéines clés du contrôle, la P53, la RB et les CDK associés à leur cycline. Petit bonus culture, pour briller, Hartwell, Hunt et Nurse ont eu le prix Nobel de médecine en 2001 pour la découverte de ces points de contrôle. Et je te donne ta note en toute transparence. Ta réponse est juste et la matière est maîtrisée. 5 étoiles, plus 15 points d'expérience avec ton pass. Tu n'as rien à corriger aujourd'hui, tu as à consolider. C'est le plus beau des exercices, celui où on ne répare pas, on approfondit. Ah, merci Toth. Je retiens surtout le lien avec le cancer. Quand la barrière du point de contrôle ne descend plus, l'ADN abîmé passe quand même. Ça donne vraiment envie de comprendre plus loin. Merci beaucoup. Encore une petite pause. Et toi qui nous écoutes, si ton enfant ou ton neveu prépare le concours médecine, offre-lui un pass sur turboclass.africa. Toth le corrigera pas à pas, sans jamais l'insulter ni le juger. Ou contacte ton ambassadeur TurboClass près de chez toi. Et on revient pour la fin. Et Bouba ne s'arrête pas là. Juste sous la correction, il y a l'espace question. Il s'en sert pour continuer à échanger avec Toth. Dis Toth, qu'est-ce qui se passe pour une cellule qui ne se divise pas, comme un neurone? Ah, bonne question. Elle sort du cycle et entre dans un état qu'on appelle G0,
un état de repos pour les cellules qui ne se multiplient plus. Elle vit et elle travaille très bien, ton neurone, mais elle ne se prépare plus à se diviser. Elle a quitté la file d'attente, en quelque sorte. D'accord. Et si un point de contrôle échoue une seule fois, c'est direct le cancer? Pas automatiquement, rassure-toi, mais c'est le risque. Sans contrôle, un ADN endommagé ou incomplet passe aux cellules filles. Le cancer survient souvent lors de la perte de ces mécanismes de contrôle, pas d'un seul faux pas isolé. C'est l'accumulation qui est dangereuse. Voilà pourquoi la cellule a mis plusieurs barrières, et pas une seule. Et écoute-moi bien, Bouba, parce que c'est notre dernier rendez-vous de cette campagne médecine. Ce qu'on vient de faire ici, se corriger pas à pas, je le fais avec toi sur la biologie et toutes les autres matières du concours médecine, à ton rythme. Mais je peux t'aider bien au-delà, dans toutes les classes, du CM1 à la terminale, en général comme en technique, et sur tous les concours après le BAC. Alors ce n'est pas un au revoir, on se retrouve très vite sur d'autres matières et d'autres concours. Les amis, si vous préparez le concours médecine comme moi, suivez Tot sur turboclass.africa. Moi, j'ai eu ma note juste. Mais le plus beau, c'est que Tot m'a montré la marche d'après. On se retrouve très vite. Oui, TurboClass Africa réveille le génie qui dort. 2 fois plus vite, 2 fois plus fort, 2 fois meilleur. Du CEPO BPC